Non, mais là, on parle pas du travail. On Bah parle... si, c'était ma Ouais, question. mais c'est pas tous les problèmes de la France se réduisent pas à 5 ça. millions de chômeurs, c'est un drame. Je suis désolé. C'est un drame. Les retraites qui baissent, la Ouais. sécurité sociale qui dérembourse, toutes ces questions économiques. Alors je sais que c'est pas trop le truc des antisionistes en général, et puis des Français en particulier. Parce que les Français, on les a... Justement, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi on est aussi nul en économie en France? Ouais. Ou pourquoi on croit être aussi bon? Plutôt. Avec des Emmanuel Todd qui nous racontent des trucs où ils se plantent 9 fois sur 10. Là, le Hollandiste révolutionnaire, il a bien été obligé de Ouais, reconnaître sur que ça, Oui, mais parce qu'il se présente toujours comme un mec, oh, moi j'ai tout prévu, j'ai prévu l'URSS qui allait s'effondrer. Bon, il a eu un Voilà. coup de bol. Bon. Tu vois, par exemple, il y en a qui me disent, ce sont les élites sionistes françaises, américaines, allemandes, anglaises, etc., qui ont exporté le conflit en Palestine avec leur idéologie, pourquoi et le vous conflit l'importez, vient chez alors? nous. Parce Pourquoi qu'il vous revient. l'importez? Parce qu'il revient. Refusez-le. Mais comment ça, refuser Bah, il l'exporte, admettons, moi je veux Mais bien. je suis Et alors, désolé, c'est pas... Tu me dis... pourquoi on parle refusez-le. depuis une heure de ce sujet, Mais alors parce que moi j'ai envie de parler de la France? Ah non, bon, on va parler de la France. Bah, mais voilà. parce que oui, mais quand on parle de BHL, on parle de la France. Quand on parle de Mais Klarsfeld, BHL, c'est autant un on parle de la marxiste qu'un France. sioniste. Tu Arnaud comprends? Klarsfeld, Ouais. il est bien là payé avec nos impôts. Mais pour moi, c'est pas un patriote français. Il était faire Il est son payé- service ouais. militaire En Israël, à l'étranger. il y va, Eh ben, je il te est dis. garde frontière. Non, mais on est d'accord. Moi, je suis un patriote français. Tu vois. Il faut Mais ce vraiment. mec-là, il devait être déchu de sa nationalité. Mais il a été nommé au Conseil d'État. il me Conseil semble. d'État, ouais. C'est un scandale. Ouais. D'ailleurs, il y a peut-être un lien avec l'affaire Dieudonné. Il est payé bon. 4000 euros par mois. Mais peu importe, 5 000, il pourrait faire ça gratuitement. C'est un scandale que ce type-là ait des responsabilités. Mais je pense qu'il est instrumentalisé parce que, excusez-moi, mais quand on l'écoute, il est un peu débile. Il n'arrive pas à mettre deux mots l'un derrière l'autre. Et comme par hasard, il est le fils de qui? Bah avec Serge. Serge, bien sûr. Voilà, le gars qui a créé, alors ça je suis le seul journaliste en France, je crois que même Soral et tout ça on parle pas, je suis le seul journaliste en France dans la judéomanie justement à avoir révélé, parce que c'est l'histoire de mon grand-père si tu veux, donc les orphelins de déportés non juifs ont été moins indemnisés et plus tard, alors qu'ils étaient déjà très vieux, que les orphelins de déportés juifs. D'accord. Ça, c'est un scandale. Et c'est à cause de Klarsfeld, au début, qui dit, lors d'un dîner annuel du CRIF, tu vois, il y a un lien de tout ça, qui dit à Jospin, maintenant, il faut indemniser les orphelins de déportés juifs parce qu'ils sont en train de mourir, etc. Ils ont perdu leurs parents dans la Shoah et tout. Attends, je finis juste. C'est important. Et là, le gouvernement français, donc Jospin plus Chirac, disent, OK. Et ils le font l'année suivante, à peine, par un décret, donc même pas, ils font passer ça à l'Assemblée nationale, et ils inscrivent dans la loi française une discrimination raciale. Eh bien, ça, je suis désolé, donc la discrimination raciale, elle va être effacée en 2004, personne n'en a jamais parlé dans les médias, Soral n'en a jamais parlé, j'aimerais bien savoir pourquoi il a gardé ce secret-là, alors qu'il parle des heures et des heures sur ce sujet-là. Pourquoi il n'a jamais parlé de ça? Parce que je suis le seul à en avoir parlé, c'est moi qui ai révélé le truc? Non, il faut être sérieux. Il y a une loi raciale en France qui a favorisé des juifs, d'accord? Parce qu'ils avaient été orphelins de déportés juifs, mais je suis désolé, moi, mon grand-père, il a été orphelin de déportés non juifs. Il n'y a aucune raison qu'il ait été indemnisé plus tard et moins, je crois, ou c'était les mêmes sommes, mais de toute façon, il était déjà plus vieux, donc il a moins pu en profiter. Enfin, ils ont été vraiment dégueulasses sur ce coup-là, c'est-à-dire qu'ils ont attendu que les gens crèvent pour pouvoir les indemniser, pour en indemniser le moins possible, parce qu'évidemment, il y avait moins de juifs que de non-juifs. Donc ils ont préféré créer cette discrimination raciale, et ça, je suis désolé, mais Serge Klarsfeld, on peut dire sa cause est juste, machin, il a créé les conditions d'une discrimination raciale en France entre 2000 et 2004, c'est vérifiable, c'est un décret de loi. C'est un peu ce qui est Alors, dit. quel sioniste vous raconte ça? Moi, j'aimerais entendre. Voilà. Donc moi, je regarde les faits, tous les faits, si tu veux. Ça, j'aimerais bien que vous mettez un note, et les gens qui m'écoutent, parce qu'il y a pas mal de pro-israéliens et de sionistes. Moi, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse aux Français qui se sentent français et qui essayent de regarder les faits en face. Moi, quand il y a un fait comme ça, j'en ai rien à foutre d'être traité d'antisémite comme je l'ai été par l'UOJF, des mecs de gauche, une fois de plus. Il faut bien regarder d'où ils viennent, ces mecs-là. Les mecs de droite ne me traitent pas d'antisémite. Ils me disent, t'as raison, là. Mais ils sont ultra minoritaires. Oui, mais eux, c'est par exemple, là, le public qui réagit depuis tout à l'heure, ils me disent, mais oui, mais toutes les élites aujourd'hui, c'est comment on appelle ça? Ce sont des élites qui sont d'origine juive. Je suis désolé. Les élites, bah, on me dit Wall Street, c'est Thomas qui la grande finance, Goldman Sachs, Blindfly, tout ça. Vous voulez parler des banques? Parlons des banques. Parlons des banques. En France, parce que moi je suis français, après je veux bien qu'on se penche sur Goldman Sachs, mais en France... C'est un rapport quand même. Non mais en France, c'est quand même le pays dans lequel on vit, il y a quand même des banques qui sont puissantes, il me semble. BNP Paribas, Société Générale... mais elles sont inféodées. Attends, elles sont inféodées. Attends. Tu peux pas nier le rapport avec la BCE. Est-ce que je nie quoi que ce soit? J'ai pas pu finir ma phrase. Donc il faut reconnaître que toutes ces banques-là, elles sont dirigées par des énarques, comme François Asselineau, inspecteur des finances.
Bon, alors déjà, qu'on me dise pas que François Asselineau est un résistant, parce qu'il vient du même sérail que ces mecs-là, et il a fait partie du système longtemps. On y viendra peut-être, d'ailleurs. Ouais, on peut en parler. Tu m'as raconté un truc, là j'aimerais réagir. Oui, bah, je pense qu'on aura le temps. On aura le temps d'en parler, on va en parler. Les banques françaises sont dans les mains du lobby énarchiste. Il existe ce lobby. Il appartient à qui? Non, mais les banques françaises, moi je te parle de la haute finance internationale. Je suis désolé, la BNP Paribas est une des premières banques au monde. Qu'on le veuille ou non. Et c'est une banque française, donc moi je suis patriote français. Et Wall Street. Mais pourquoi ça t'intéresse pas, par exemple? C'est pas ça, c'est que c'est parce que... Mais je prends quoi? Toutes les banques importantes en France, je t'ai cité encore une fois. La Banque Postale, je pourrais rajouter. Tous ces mecs-là... La Banque Lazare. Alors, ça c'est une autre histoire, on pourra en parler aussi. C'est intéressant. Ouais, la Banque Rothschild. Attends, la Banque Lazare, on n'en parle jamais, mais je finis juste sur les banques dont on parlait. Ce sont toutes des banques françaises dirigées par des énarques, voire inspecteurs des finances la plupart du temps, comme François Asselineau, je répète, parce que des fois il faut répéter pour que les choses rentrent. Les gens ont compris. Oui, mais c'est le même sérail, c'est le même cénacle des technocrates, et comme par hasard ce sont des gens qui dépendent de l'État et qui financent la dette. Donc là il y a un lien. Là je vous renvoie une vidéo, Olivier de Montetti qui a débattu avec Jean-Luc Mélenchon de ce sujet, et toi tu me tenais le discours de Mélenchon, et moi je te tenais le discours de Olivier de Montetti. Alors après chacun fera son choix, mais déjà vous pouvez vous reporter à ça. Alors maintenant la Banque Lazare, très intéressant, là on est au cœur du lobby de gauche. C'est intéressant parce que cette banque, on nous dit oui, on lutte contre les paradis fiscaux, tu sais, t'as entendu Cahuzac, bon, on a vu ce qu'il en était. Super. Oui. Ben justement, déjà, première chose, Cahuzac. Mais deuxième chose, on n'en parle jamais de la Banque Lazare. Nous, on a fait un article sur Enquête et Débat, sur la Banque Lazare. Où est-ce qu'ils ont leur siège social? Dans un paradis fiscal. Dans un paradis fiscal. Mais... C'est marrant, ça. Alors, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que c'est une banque de gauche, dirigée par l'ancien bras droit de Dominique Strauss-Kahn. C'est pas un oxymore, banque de gauche, mais bon. Eh ben non, je suis désolé, il y a des banques de gauche. C'est-à-dire la gauche française, elle existe. Ça s'appelle le Parti Socialiste. Mélenchon a appelé à voter pour eux, donc ça existe. Et donc, le bras droit de Dominique Strauss-Kahn, quand tout le monde disait qu'il allait devenir président, c'est un gars dont j'ai oublié le nom, mais vous retrouverez, et qui est un des dirigeants de la Banque Lazare. Et qui est copropriétaire du Monde, et des Inrecuptibles, tout ce lobby médiatique de gauche. Bon. Et alors Strauss-Kahn, c'est pas la contradiction justement que ce mec-là, il n'y a pas plus sioniste, on est d'accord là-dessus au moins. Ah oui. De gauche en plus. Donc il passait partout. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se retrouve là. Et ben pourquoi c'est pas lui qui a été élu alors? S'il est tout puissant, s'il est sioniste. Là, c'est-à-dire vous focalisez... On a élu un autre sioniste, on a préféré Sarkozy. Non, je suis désolé, Hollande est beaucoup moins sioniste que Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, c'est la caricature du sioniste. Mais parce que il y a il prend Fabius, ministre de machin, il prend Valls, Premier ministre, le mec qui déclare son inconditionnalité. Oui, et qui était pro-palestinien avant. C'est intéressant. Pour un vrai sioniste. Il est sincère, hein, t'as vu? Les sionistes, de toute façon, c'est... Les sionistes, je sais pas, mais... non, mais ça veut dire qu'il a tourné sa veste. Tu sais très bien que DSK... Mais il a tourné sa veste, oui. Voilà. Mais moi, je regarde les faits, tous les faits. C'est-à-dire que DSK, vous savez très bien qu'il y avait cette phrase qui circulait avant... Petite question juste subsidiaire. Tu crois qu'il aurait pu être palestinien en ayant déclaré son amour inconditionnel à un autre pays étranger que Israël? Qui aurait pu être palestinien? C'est-à-dire qu'il aurait pu être Premier ministre, en disant « Je déclare ma soumission inconditionnelle à la Palestine ». Non, il n'a pas dit soumission. Il a dit quoi? Son attachement éternel. Son attachement éternel. Et d'ailleurs, à l'époque... Bon, j'ai fait exprès de remixer, mais attachement éternel, qu'est-ce que ça signifie? Ouais, mais c'est comme Edoui Plenel qui dit « Je suis juif par ma femme ». C'est ce délire-là de gauche, parce que ces gens-là se réclament de Blum aussi. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Blum qui était sioniste. Et oui, parce que il ne faut pas regarder qu'une partie. Mais encore une fois, là, ça fait une heure peut-être qu'on parle. On parle que d'Israël et des Juifs. Moi, j'aimerais parler de la France. Mais on va en parler. De toute façon, parlons-en. C'est bientôt attends, je lis un peu les réactions parce que tu imagines qu'il y a eu une tonne mais de c'est réactions. encore sur ce sujet-là. Non, il y a eu une tonne, de réactions. C'est ça le problème en France, c'est que la France n'intéresse plus personne en fait. Vous êtes tous intéressés, et moi aussi j'ai été intéressé par l'islam parce qu'on m'a dit voilà, c'est important l'islam, machin. On me dit que tu évinces les sujets, la Banque de France a des succursales aux Bahamas, la Banque de France ne l'est plus depuis 1963, Jean Robin, le chômeur de France, pourrait être content que la France investisse dans le marché du travail plutôt qu'il arme Daesh pour détruire notre pays, plutôt qu'il attaque la Libye. Je suis d'accord. Voilà. Monsieur Robin, que pensez-vous du pouvoir de la famille Rothschild? Je le connais pas. Voilà. J'ai pas enquêté dessus, honnêtement, quand j'ai pas enquêté sur un truc, j'en parle pas. On m'a soumis un manuscrit et puis la personne s'est rétractée rapidement, parce qu'il se trouve qu'elle est morte, donc j'ai même pas lu. C'était Dominique Zardi. Oui, mais t'as une petite idée quand même, tu peux pas... Mais Rothschild fait partie des gens qui ont réussi. Après, c'est intéressant d'un point de vue stratégique de savoir pourquoi cette personne juive a réussi
et par des stratagèmes, il y a eu, enfin, je veux dire, il y a des gens intelligents. Il y a eu de la tromperie, tu connais l'épisode en Angleterre. La tromperie, des stratagèmes. Oui, c'est ça la stratégie aussi, c'est des stratagèmes. Quand De Gaulle dit je vous ai compris, c'est de la tromperie aussi. Et il est juif ou pas quand il dit ça? Je veux dire, il ne faut pas tout ramener, les juifs sont des trompeurs. C'est pas de la tromperie, on va se dire tous les musulmans sont trompeurs parce qu'ils utilisent la taqia. Tu vois, moi, c'est avec ça qu'on me faisait tourner. Il a trompé qui, au final? Qui ça? De Gaulle? Ouais. Non, mais c'est un exemple. Ah, ouais. Parce que tous les pro-algérie français... Ouais, mais là, tu compares, tu prends deux exemples qui sont pas comparables. Parce qu'il n'est pas juif, De Gaulle. C'est pour ça que je dis, ça me paraît évident, ne dites pas les juifs sont ci, les musulmans sont ça. Ah, j'ai pas dit les juifs. Je dis pas toi, je dis... d'accord. Ah oui, il y a des réactions. Hein. Oui, mais ils ont le droit de réagir, mais faites gaffe, parce que après, ça peut... Si vous êtes par exemple pro-islam, on va vous dire, comme à riposte laïque, les musulmans utilisent la taqia, donc machin. Bon, moi, je suis plus... Non, mais tu peux bien admettre que quand même, un Valls, il n'aurait pas pu être Premier ministre. Et tu vois bien que en déclarant son amour inconditionnel pour un pays qui ne soit pas autre que Israël, on n'aurait pas pu voir un Arnaud Klarsfeld qui aille faire son armée en Algérie, puis qui revienne en nous disant je suis attaché à l'Algérie et qu'il est en même temps ministre de la France. Tu sais très bien que ça passe pas. Mais si, ça passe. Mais bien sûr que non. Donne-moi un exemple. Je vais t'en donner plusieurs même. Et même pire que Valls. Alors vas-y. Bah oui, parce que ce qui m'intéresse moi, c'est la France, encore une fois. Et là, j'aimerais que ça soit la dernière question. Comment? Valls, c'est la France. Oui, mais enfin, Valls, il n'est pas que pro-israélien. Ça, c'est une des multiples parties. Il est aussi pro-islam, figure-toi, parce qu'il est électoraliste. Et qu'il y a beaucoup plus de musulmans que de juifs. Alors, est-ce qu'ils votent tous? J'en sais rien. Mais oui, il inaugure des mosquées en tant que ministère de l'Intérieur. Il a inauguré des mosquées où c'était écrit en arabe, il ne savait même pas ce qu'il y avait écrit. Bon, donc ça, c'est pas être sioniste, à ma connaissance. C'est être ministre de l'Intérieur et aller dans le système électoraliste et tout, il veut des voix. Parce que les sionistes sont prêts à tout. Attends. T'as pas compris comment ça fonctionne? Les sionistes sont prêts à tout. Ça, c'est pas une généralité. Bon, non, plus sérieusement. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France, et d'autre part, c'est tous les faits. J'aimerais bien qu'on regarde tous les faits. Ouais. Quand Jacques Chirac, d'accord, est l'ami personnel d'Arafat, tu vas me dire que c'est un anti-israélien, un pro-israélien de folie. Quand Chirac, non. Quand il fait... Ça a été, il était président de la République, me semble-t-il. Bah oui, mais c'est pire que Premier ministre. Il n'a pas été... Alors Chirac, je pense qu'il tu sais qu'il y a une rue à son nom en Palestine. Oui, il a fait des... Alors attends, je continue, parce que quand il a fait son histoire là de Put in my plane, machin, en français et en anglais, pour être sûr qu'on comprenne bien qu'il a fait son scandale avec les Israéliens. Ouais. Tu peux pas me dire que ce mec-là était pro-israélien. Il ne l'était pas. Il était judéomane en politique intérieure. Non, mais tu me dis, mais justement, donc tu me le dis pas. Et donc me dire, est-ce que Valls aurait pu devenir Premier ministre en étant pro-palestinien? Je te dis, il y en a même un qui est devenu président de la République en étant pro-palestinien. Je vais te dire, et la politique pro-arabe de la France, ça te parle quand même. À une certaine époque. Parce que justement, depuis Sarkozy, tu vois bien que ça a changé. Bah non. Comment dire, l'exemple que tu me donnes de Chirac, c'est les derniers, on va dire, soubresauts de cette politique arabe, où on a eu un président qui s'est opposé, parce que tu sais, ce petit passage dans Jérusalem, justement, ça reste quand même emblématique. Il n'y a jamais eu aucun homme politique de ce niveau qui a rembarré, on va dire, les autorités israéliennes, à part l'Iran ou quoi, mais l'Iran, ils vont pas à Jérusalem. Mais moi, je suis désolé, un homme politique occidental, il n'y en a pas eu. Un sioniste ne finance pas les mosquées en France. Ça n'existe pas. Ou alors, il faut vraiment que le sioniste, pour toi, ça soit n'importe qui. Que le sionisme. Voilà, à ce moment-là, voilà. Parce que moi, je vais te citer... Il peut faire n'importe quoi, il sera toujours sioniste. Je vais te citer un des plus éminents sionistes connus, Jacques Attali, qui dit que justement, il faut créer une bourgeoisie musulmane. Ouais. Il dit clairement, nous devons créer... Exactement. Et ben dans une autre... Dans une autre intervention, il ne se trompe pas, l'intervention elle existe de Jacques Attali. Oui, mais justement, il se trompe sur l'interprétation. Ah, voilà, d'accord. Parce que moi, je l'ai vu cette intervention et une autre intervention. Ah bah voilà, et une autre intervention de Jacques Attali, tu ne pourras pas me contredire non plus, où il dit, Jacques Attali lui-même, qu'il faut que les imams et la formation des imams soient pris en charge par la communauté juive, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à prendre en... Oui, bon, alors ce mec est fou. Ça on sera d'accord. Voilà. Oui, enfin, attends. Ouais, mais ça, c'est un sioniste éminent, donc tu me dis... Mais non, qui dit que c'est sioniste? C'est quoi sioniste? Bah, il faut que la capitale mondiale soit Jérusalem. Bon, pardon. Bon, c'est un petit critère, quand même. Mais justement, je vais t'aider un peu sur la définition du sionisme. Alors, le sionisme, c'est être pour un État en Israël, t'es d'accord? Donc, les mecs sont patriotes, a priori. Bon. Est-ce que Jacques Attali est patriote? Ah oui, pour l'Israël, oui. Ah, non. Pourquoi? Il réclame carrément le gouvernement mondial à Jérusalem. On y arrive.
au gouvernement mondial. Ah ouais, c'est mais- pas ça être patriote. Ouais, et Attends, il y aura c'est qui dans le très gouvernement important, mondial? là. Il y aura des Mohamed et des Mamadou, tu crois? Attends, c'est très important. Non, Hein? mais parce que là, on est au cœur du sujet, justement. Ah. Il y a quand même des trucs que les marxistes vous ont mis dans le crâne, que vous Les croyez, méchants. Ouais. et dont vous êtes d'autant plus persuadés que des gens comme moi viennent vous expliquer, mais non, c'est plus compliqué que ça, et vous dites, mais attention, lui, il est peut-être sioniste, là, on ne sait pas, il joue tous les jeux. Le gouvernement mondial, c'est pas Israël. Israël, c'est un pays. Israël n'a jamais Mais c'est là milité que pour le gouvernement. non, Attends. mais, non, on n'est pas d'accord, mais Mais- vas-y. Je suis désolé, le sionisme, tu regardes la définition, c'est un projet qui a abouti en 48 par la création d'Israël. Donc déjà, Mais c'est c'est pour un ça... projet non- mondial aujourd'hui. mais- Le sionisme, c'est la domination non. mondiale. Mais, alors, les mots n'ont plus de sens à ce moment-là. Ah bah si, parce qu'au départ, c'était une domination sur un État. Au départ de quoi Aujourd'hui, c'est pas ça? Ah bah non, là Non. ça va plus loin. Ah bah non, parce qu'aujourd'hui, ils se contentent. Bah non, parce que aujourd'hui, justement, on voit bien, ils se contentent pas de l'État d'Israël, ils veulent tous les États. Puisque en France, on a. Bah si, pourquoi alors on se demande aux politiques de français de se soumettre à ce sionisme si, Mais parce que c'est la politique d'influence de tous les pays, y compris la France, y parce que compris les pays qui se États-Unis, y soumettent pas au compris sionisme sont la déclarés- Turquie. Les pays qui se soumettent pas au sionisme, clairement, ce sont les ennemis. Oui. Chavez, Mais chacun ses armes, si Libye, tu veux. Iran, voilà. Alors là, il faut être naïf pour croire que les pays n'ont pas une politique de guerre de l'information entre eux, de guerre d'influence. Tu crois que Poutine, il traite pas les pays qui l'aiment pas de je sais pas quoi? Attends. Non, plus sérieusement, revenons sur Attali, parce que c'est intéressant. Ouais, Là, on va en j'ai écouté parler. ce qu'a dit Mathias Carl Ouais, chez toi. ouais. Il se trouve que je suis pas d'accord sur l'interprétation, mais évidemment, je suis d'accord sur les faits. Donc, Attali est pour un gouvernement mondial, ça, il l'a dit tellement de fois que c'est indéniable, et justement, il est socialiste. Un gouvernement mondial, c'est le projet socialiste. Un gouvernement mondial. Mais- Les socialistes sont internationalistes et ils veulent un gouvernement mondial. L'exemple exact de ça, c'est l'ONU. L'ONU, c'est un gouvernement mondial. Mondialiste, socialiste. Et Il y a un truc attends, qui je va finis pas. ma démonstration. Vas-y, vas-y. À l'ONU, tu as une majorité de pays arabo-musulmans qui condamnent systématiquement Israël, d'accord? Et ça passe pas, pourquoi? Mais ils le Parce qu'il y a condamnent un systématiquement, veto, donc mais Israël- Il y a le droit de veto des États-Unis, ça passe jamais. Encore heureux. Encore heureux, Mais ah bah, oui. t'es content qu'ils soient protégés, ils Oui, tuent des je suis gens, content et t'es qu'ils content. soient protégés. Ah, les autres tuent pas des gens, peut-être. Attends, tu rigoles. Bah, 100 moi, fois moins, les 100 fois moins. Ah bah oui, mais c'est même Ah 100 bon fois, je crois que je suis L'islam, loin. l'islam tue 100 fois moins. Ah, l'islam. Ou la c'est-à-dire- Corée du Nord, si tu Non, préfères. mais Alors, c'est parlons pas grave. d'islam. Oui, mais c'est-à-dire tu ramènes tout mais le conflit, mais non. ce serait Moi, l'islam contre Israël. Je C'est me là que c'est fiche de pas ce bon. conflit, honnêtement. Ça, c'est toi qui en parles tout le temps, et les méthanos, je sais pas quoi. Non, Moi, je cherche depuis 1 heure à parler d'autre chose, mais tu me les ramènes Je te systématiquement. ramène, oui, parce que ça, c'était J'essaye sûr d'aborder qu'il d'autres fallait qu'on sujets. aborde ce sujet. Moi, la Corée du Nord, j'ai jamais entendu l'ONU condamner la Corée du Nord, même 10 fois moins qu'Israël. C'est logique, Ah, tu dis fois c'est moins de logique. gens. Mais, Bah, ah bon Bah oui. Ah bon Bah Comment oui. tu le sais? Bah, tu sais comment on le sait? Ouais, Parce comment on que, le sait? Bah, c'est simple, quand même. Attends, bon tu vas pas me dire Non, mais- qu'Israël... Donc, comment Bah, tu peux dire Il y a eu que 60 000 morts depuis le début des hostilités en Israël. Ok Une majorité de 60 000 Palestiniens. Ah, voilà. Bah oui. Oui. Et les faits, Oui, je te mais dis parce encore que- une fois. oui, mais Combien de morts en Corée du Sud? En Corée du Nord, pardon. Franchement, mais c'est qui contre qui en Corée du Nord? C'est Non, 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 c'est non, une je te histoire demande, entre je te Coréens? demande. Est-ce qu'on le sait? Non, mais est-ce que c'est pas entre Coréens? Est-ce qu'on le sait? Oui, mais est-ce que c'est entre Coréens? Et alors? C'est un conflit interne. Eh ben, la Syrie aussi. D'accord. Hein? La Syrie aussi. Ah non. Bah si. Ah non. C'est des musulmans Non, qui tuent d'autres c'est musulmans. faux, mais c'est faux. En C'est par- faux. Bah si. Non, c'est faux. Alors, tu veux pas... Alors, parlons de l'Algérie à ce Non, moment-là. parce que l'Algérie, faut le dire, ce sont des bandes venues de l'étranger, comme en Libye. Il n'y a pas de musulmans là-bas. Attends. Il y a pas de Oui, mais musulmans parce que toi, syriens. t'as tendance à mettre tous les musulmans dans le même paquet. Non, C'est non, ça non. le problème. Je dis- mais non, au C'est contraire. qu'un musulman qui vient du Kazakh et de Et machin, tu l'interview peux de pas... Soral était beaucoup plus calme. Hein. Le mec, il a pu dérouler son discours. Tranquille, moi tu me coupes toutes les 2 minutes. Bon, d'accord, ok, ça, je te reconnais laisse parler. Mais non, mais parce qu'il y a des incohérences dans ce que tu dis, il y a des Et contradictions. Soral, je c'est peux pas bourré les de laisser- contradictions aussi, je suis désolé. Ouais, mais je peux pas Mais intervenir. t'es plus d'accord avec... Pourquoi? Bah, Contre Soral, tu peux pas intervenir? Bah, qui fait sa vidéo, il fait sa vidéo, je vais pas... Non, non, là, quand tu l'as interviewé ici. Ah Ah, tu l'as laissé dérouler pendant oui. 10 minutes. Ah bah s'il Moi, fait je des peux longs pas, là. tunnels, c'est Et justement... moi, j'essaye pas d'en faire. Là, sérieux. Justement, je les Tu me arrête. laisses- Oui, mais voilà. Je suis contre les longs tunnels. Non, mais... J'ai décidé que j'arrêtais. Puis justement, on m'a reproché, on m'a dit, t'étais trop gentil Ah, mais avec ça, c'est Soral. trop facile. Alors j'ai dit, je serais plus Bah, gentil voilà. maintenant, Tu serais désormais. plus gentil avec Jean Robin. Ah, je suis désolé, c'est pas juste. Non. Bon. Mais tu m'invites, donc je te remercie. Maintenant, est-ce qu'on peut clore ce sujet de... Bah oui, Palestine juste avant la Encore une pause, fois, vas-y, ça moi, tombe bien. Je ne Allez. suis pas sioniste. Les sionistes, effectivement, sont beaucoup plus intéressés par Israël que par la France. C'est comme ça qu'on définit d'ailleurs un sioniste. Et un anti-sioniste,
c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intéressé par la Palestine que par la France. Et j'aimerais que dans ces 3 heures d'interview qu'on a, on passe pas les 3 quarts du temps à parler d'un autre pays que de la France, que ce soit Israël, Tombouctou... Ouais, mais là, tu as donné ta définition. Les gens ne sont pas forcément d'accord. Oui, voilà. j'ai donné ma définition, excuse-moi. Ah, bah ouais. J'ai donné ma définition. Ouais, mais tu retrafiques les mots, parce qu'il y en a d'autres qui pourront dire sionistes sont des gens qui font une Mais tu vois, tu allégeance, reviens sur le sujet, moi j'ai clos le truc. Et Ça antisioniste. m'intéresse plus de Voilà. parler. Bon, en tout cas, on va faire la petite pause. Je lis un petit peu quand même ce qu'on me dit, parce qu'il y a... Attends, il y a quoi? C'est normal, l'ONU s'occupe des affaires internationales. Les Coréens du Nord tuent à l'intérieur de nos frontières. Ce ne sont pas les affaires de l'ONU. Dans ce cas-là, ce monsieur vient donner la légitimité de défendre le régime national socialiste qui ne tue pas, où ils ont tué 1000 fois moins. Voilà, ça c'est Eleftheros. Bon, lui, il dit que le 13e Reich, c'est plus gentil qu'Israël. La guerre est chose horrible, arrêtez ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Quand vous parlez d'islam, vous ne parlez pas de religion, vous parlez de l'idéologie terroriste qui se dit musulmane. Ne confondez pas, s'il vous plaît. Pourtant, je suis catholique et je comprends la différence. Le sionisme est un mouvement financé par les Rothschild afin d'accomplir un projet biblique qui est donné une terre aux franquistes, les lucifériens, qui attendent la venue de leur messie. Bon, ma foi, c'est original, voilà. En tout cas, c'est créatif. Voilà, bon bah en tout cas, tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, tant mieux, ça tombe bien, ça tombe bien. On va faire une petite pause, la régie, elle est OP, bon bah normal. On fait petite pause et puis on revient juste après avec Jean Robin, toujours. À tout de suite. Voilà, donc de retour, toujours sur la Libre Antenne, saison 2, et on est bien sûr avec Jean Robin. Il y a beaucoup de réactions sur le chat. Sur le chat, ça bouge, hein. Oui, ça bouge. Moi je suis là, je fais toujours polémique où que j'aille. Voilà, exactement, donc ça bouge beaucoup. Alors justement, polémique, tu vois, tu me tends la perche, si j'ose dire. Ouais. Moi, j'ai lu un post de François Asselineau qui parle de toi. Et qui dit que, en fait, tu étais à l'UPR avant, on en avait parlé, et qui, justement, dedans, il dit clairement, alors, premièrement, qu'il t'a viré, et qu'il t'a viré parce que tu voulais justement inclure le concept de judomanie dans les statuts de l'UPR, et que lui refusait. Moi, je vais te dire très sincèrement, puisqu'on est dans les confidences, hein, cette anecdote, je la connaissais déjà, il la raconte à tout le monde depuis des années dans l'UPR, et c'est l'anecdote qu'on m'avait racontée à l'époque aussi un peu, qu'on m'avait donné la fin de mon recevoir, qu'on avait fait une demande d'interview à ton égard pour François Asselineau quand j'étais dans l'UPR, et il nous avait répondu, Jean Robin, il a essayé de manipuler l'UPR, etc. J'ai essayé de manipuler l'UPR. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu réponds à François Asselineau? Moi, je connaissais pas ce... Bah, tu l'as vu comme moi, j'invente rien, voilà, c'est bien sur la page de François Asselineau. Tu me l'as montré. Voilà. Bon, il m'attaque. Moi, j'avais pas eu l'impression qu'on l'attaquait. Simplement, on disait les faits. Et lui, il invente un truc. Donc, c'est évidemment faux. Je vois pas quel était mon intérêt. Moi, évidemment, c'était l'époque où, je crois, je sortais la judéomanie. Et j'en parlais. Mais de là à vouloir lui imposer quoi que ce soit dans les statuts, c'est débile. Ça n'a aucun sens. Lui-même était dirigeant de l'UPR et il était incontestable dans ce rôle. Donc même si j'avais eu l'intention de faire du lobbying pour faire ça, ce qui aurait été débile entre nous, quel rapport entre l'Union Européenne et la judéomanie entre nous? Il n'y en a aucun. Mais même si j'avais voulu faire ça, non mais... Il y a le Parlement juif européen. J'invente pas, ça s'invente pas. Le Parlement juif européen, si tu veux, quels sont leurs pouvoirs? On va pas repartir sur les juifs là, parce que sinon... Ça existe. Ça existe, oui, tout comme... Il n'y a pas de Parlement musulman européen, je remarque. Oh non, il n'y a pas besoin. Je l'attendais, tu vois. Les mosquées, elles sont financées, je veux dire, comme ça. Mais c'est pas les mosquées, hein, c'est... Non, mais là, les mosquées, elles sont financées. Je sais pas, les mosquées, elles n'ont pas de pouvoir, mais bon. Elles n'ont pas de pouvoir d'endoctrinement, les mosquées. Surtout quand ce sont des étrangers qui font les prêches. Mais je ferme la parenthèse. Qui financent, voilà, l'Arabie Saoudite, l'Algérie, des potes. Qu'est-ce qui a ouvert les portes du Qatar à la France? C'est Sarkozy. Le Qatar, et Sarkozy qui a fait rentrer l'UOIF, tu vois, tout se tient. Sarkozy, c'est bien pro-sioniste. Sarkozy, il est très critiqué par les sionistes de droite, si tu regardes bien. Quelqu'un comme Philippe Kersanti n'a pas de mots assez durs contre Sarkozy. Non, mais il faut écouter. J'ai vu Netanyahou qui a dit Sarkozy, c'est l'extase absolue, c'est le parfait président français. Et aujourd'hui, il dit Hollande, je sais pas trop pourquoi. Mais peut-être que ces gens-là ont tellement créé et alimenté l'antisémitisme en France que les Israéliens les adorent aussi. Tu comprends? Parce que les Israéliens, leur but, faut pas l'oublier. Et c'est là où il faut être un peu patriote, quoi. Moi, si je dis que Soral ou Dieudonné, par exemple, sont des agents du Mossad en rigolant doucement, c'est que je considère qu'ils contribuent à faire partir les Juifs de France pour Israël. Alors on peut me dire, oui, c'était un article du Gorafi et tout ça, mais il y a un fond de vérité. En tout cas, ce sont des alliés objectifs ou des idiots utiles, comme on veut. Les gens qui font partir les Juifs de France aujourd'hui, ou les Français juifs,
patriotes et qui les désolidarisent de la communauté nationale, ne sont pas des patriotes pour moi. Enfin, il y a beaucoup de responsables Enfin, on qui repart sur les appellent juifs, aussi... là, c'est toi, beaucoup de responsables qui appellent les juifs à venir. Voilà, on avait vu à l'époque Ariel Sharon qui avait dit aux juifs de quitter la France. Oui. Mais c'est leur intérêt national, de patriotes israéliens. Moi, je ne suis pas patriote israélien, je ne suis pas patriote juif, je suis patriote français. Tu vois. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que les juifs en France restent en France parce qu'ils apportent une valeur. D'accord. Bon. Ils peuvent continuer, tout va bien. Enfin, Moi, ce qui me dérange, c'est pas les Français juifs en France. C'est pas les musulmans. Mais moi, c'est les lobbies, je sais pas, les réseaux. Voilà, moi aussi, tu vois, on est d'accord. Ah bon. Alors, pour revenir sur Asselineau, je sais pas d'où sort ce délire, mais toi, tu dis c'est faux, alors. Mais bien sûr que c'est faux. C'est tellement faux que, en fait, je comprends psychologiquement comment ce type... Maintenant, je vais l'appeler comme ça parce que, sérieusement, il commence à m'agacer un peu. C'est moi qui ai claqué la porte de l'UPR parce que ce type est un nul. Stratégiquement, c'est pour ça que j'en suis parti aussi vite. J'étais à son congrès du 25 mars 2007, dont il parle tout le temps. Il n'y avait aucun journaliste ce jour-là. Et il dit partout, enfin en tout cas ce jour-là, il disait « Ah, il n'y a aucun journaliste qui est venu !» Mais il est naïf ou quoi? Il croit que s'il y avait eu tous les journalistes qui avaient parlé comme du parti de Soral et Dieudonné au passage, c'est peut-être parce qu'il avait des intérêts avec le système. C'était intéressant pour le système de parler de ce parti. Mais Asselineau, quel était l'intérêt pour les médias de parler d'un parti qui voulait sortir de l'Union européenne? Donc il est vraiment naïf, ou il est bête, enfin je sais pas. S'il attendait le moindre journaliste à ce... Mais oui. Alors il est un peu naïf, on va dire. Non mais, alors je rappelle quand même que François Asselineau a dirigé l'intelligence économique à Bercy. D'accord. Donc c'est un poste stratégique, là, pour le coup, qui nécessite des capacités stratégiques. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus qu'Israël et la Palestine. C'est la stratégie pour sortir la France de l'ornière dans laquelle elle se trouve, du fait de bras cassés comme Asselineau, puisqu'il a participé à ce système, me semble-t-il, en étant directeur de cabinet de tous ces branquignols de droite, officiels. Panafieux, la droite, maintenant c'est Panafieux, mais bon. Enfin, en tout cas, il a participé à tout ce système. Il vient, là, je rejoins Soral, là, si ça peut vous faire plaisir, mais c'est un fait. Donc moi, sur les faits, je reconnais qu'il a participé à ce système. Tout comme Soral, d'ailleurs, a participé à ce système dans les... On n'en parlait pas, dis donc qu'il a... Ah oui, pardon. Alors, on a dit, effectivement, avant, qu'on ne parlait pas de Soral, et que moi, mon code chevaleresque m'oblige à ne pas taper sur quelqu'un qui est à terre. Voilà. Donc ça c'est dit et je ferme le... Mais j'en parlerai quand même sur l'aspect stratégique, c'est-à-dire pas par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, ça ne m'intéresse pas, mais sur la France, c'est ça qui m'intéresse. Donc Asselineau, moi, il nous parle toujours des généraux chinois, tu sais. Oui, dans ses conférences, il dit voilà, il sort des citations, c'est très bien. Mais ça sert à quoi concrètement? Donc là, je m'adresse directement aux gens qui militent à l'UPR et qui sont sincères, parce que j'en ai fait partie, donc on ne peut pas mettre ça en doute. Et toi, tu en as fait partie aussi. Bien sûr. On a cru en cet homme. Il a représenté quelque chose à un moment dans ma vie, à tel point que j'ai adhéré à son parti. J'ai été à son congrès, et puis, jour après jour, je me suis rendu compte que ce gars était un bras cassé. Je veux dire, il faut bien se rendre compte des choses. Et maintenant qu'il vient de m'insulter, me diffamer, en faisant courir des bruits, je devrais même pas y répondre, tellement c'est débile. Enfin, je veux dire, écoutez-le, lisez-le. En fait, il s'est justifié dans sa tête comment... je vais pouvoir dire aux gens que c'est pas Jean Robin qui est parti parce que j'étais un bras cassé, en fait, ce qui est la vérité. Alors je vais imaginer que comme il parlait de la judéomanie, maintenant il va imposer ça dans les statuts, c'est ça qu'il dit? Mais, que tu as voulu imposer en fait le concept dans les statuts. Bon, ça ne fait que confirmer l'opinion que j'ai de lui, c'est-à-dire que c'est une piètre opinion, et chaque fois qu'il ouvre la bouche sur moi ou sur toi ou sur quelqu'un d'autre, parce que toi aussi, alors tu peux peut-être y réagir, mais je comprends pas que ce type-là qui te traite de conspirationniste ou je sais pas quoi, il va dans l'émission de Ruquier, qui vient de recevoir ce samedi un conspirationniste, en tout cas qualifié comme tel, qui est Mathieu Kassovitz. Oui. Alors qu'est-ce qui va se fourvoyer dans des émissions qui reçoivent des conspirationnistes? Il faut être logique, enfin bref. Donc ce mec-là, on ne sait pas pour qui il roule finalement. Alors si, on sait qu'il roule pour lui, ça on est sûr. Et puis, il faudrait qu'il nous explique à quoi ça sert de recruter 6000 personnes, si c'est pour faire des conférences toujours de Tant et Plus, parce que, comme dit Soral, je crois que c'est lui qui dit, c'est un très bon conférencier. Mais enfin, c'est pas de ça dont a besoin la France. La France, elle a besoin d'un chef, ou de plusieurs chefs, ou de stratèges, ou etc. En quoi est-ce que François Asselineau a démontré qu'il était un stratège? Moi, j'ai écrit un article il y a 2-3 ans. Pour faire l'avocat du diable. Il a quand même développé, François Asselineau, une analyse de l'Union européenne. C'est un très bon conférencier. Qualité, oui, mais c'est un très bon conférencier, c'est pas un stratège. La stratégie, ça consiste pas à faire des conférences dans toute la France, je suis désolé. C'est pas une stratégie, tu es d'accord avec moi? Bon. Donc, moi j'avais écrit il y a 3 ans,
Je crois. Enfin, je vous y renvoie. Enfin, ils ont une stratégie. Dire qu'ils en ont pas, c'est faux. Ils en ont une, parlons-en. mais on peut Alors, la quelle critiquer. est-elle? Parce que moi, j'ai La écrit un stratégie article. d'Asselineau, je te l'explique en 2 secondes. Elle est très simple. Pour prendre le pouvoir en France? Pour prendre le pouvoir en France, selon lui, bon, c'est un peu peut-être tu vas Non, mais trouver ça dis-moi. simpliste, mais il veut passer dans les grands médias et, et en pensant que passera dans les grands médias, il y aura plein de gens qui vont tout de suite adhérer à l'UPR parce que c'est imparable, c'est la vérité. Et après, il sera forcément élu président de la République. Voilà. Donc, pour être simpliste, mais c'est quand même ça, c'est ça la stratégie. C'est bien résumé. Donc cette stratégie est nulle. Pourquoi elle est nulle? Parce que déjà, il est dépendant de l'ennemi. Est-ce que Jean Moulin serait passé à Radio Vichy? Ah ben... c'est n'importe quoi. C'est une question qu'on pourrait lui poser. Oui, Ensuite, même, imaginons que, bon, soyons gentils, le système, c'est pas Radio Vichy. Alors, admettons. Maintenant, il dépend des invitations que le système lui lance. Ouais. Donc, il est en stratégie, il n'est pas dans l'offensive, il est dans plus que la défensive, il est en système de dépendance. Lui, je croyais qu'il prenait la souveraineté nationale. Non? Oui. Pourquoi il veut sortir de l'Union Européenne? Parce qu'il va être C'est souverain. la souveraineté, oui. Donc la première chose qu'il devrait faire, c'est t'applaudir toi, m'applaudir moi et tous les mecs qui créent leurs propres médias, parce que nous, on est souverains dans nos médias. On fait ce qu'on veut, il n'y a personne qui nous dit, bah maintenant tu fais ça et tu fais pas ça, t'invites un tel et pas un tel, voilà. Et bah au lieu de ça, il nous crache sur la gueule. C'est sympa ça. C'est débile. Alors, première chose. Ensuite, moi quand j'ai écrit cet article sur la stratégie du PR, je reprochais notamment de ne pas voir plus loin que le bout de son nez. C'est il y a 2 ans en plus, hein, tu me disais. Ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, je ne sais plus, mais en 2007, j'ai raconté ça. Je lui dis Internet est notre salut, De Gaulle avait la BBC, on a Internet, etc. Il me répond, mais non, vous n'avez rien compris. Ah bon, intéressant. Donc là, ça lui a donné complètement tort. Je pense que tout le monde peut le reconnaître maintenant. Toi, tu lui avais dit la même chose. Oui, mais il avait changé, c'était 2 ans plus tard. Ouais. Il avait, au moins, c'est l'inverse. Justement, je lui ai dit, l'UPR va être le premier parti à émerger d'Internet. Il m'a dit, vous avez tout à fait raison. Ah bon, bah, il avait compris ça au moins. Mais pourquoi tu me disais qu'il n'y avait pas un truc qu'il n'avait pas compris sur la stratégie? Sur la stratégie d'Internet. On n'était pas d'accord. Ouais. On n'était pas d'accord. C'est que moi, je pensais qu'il fallait tout miser et développer là-dessus, alors que lui, la stratégie de l'UPR, c'était on est présent sur Internet, mais c'est juste pour se propulser vers les médias. Bon. Si vous écoutez bien Asselineau depuis 2007, il a dit qu'il irait jamais aux élections, parce que les élections c'était le système, parce que l'Union Européenne, justement, c'était bien la preuve que les élections servaient à rien, qu'on n'était pas en démocratie. Moi, tout ça, j'ai appris par cœur. C'est vrai, c'est une contradiction. Petite, et c'est comme qu'on lui reproche, mais tu sais, les gens lui renvoient à la tête ce qu'il a dit déjà. Parce qu'avant, il disait... C'est normal. Il a toujours dit, je me présenterai pas, etc. On lui a renvoyé... Un stratège doit assumer les échecs et les victoires. Bon, alors, quelles sont les victoires à mettre à son actif depuis 7 ans? Bon, il a recruté 6000 personnes. Super. Il les a fait monter en compétences intellectuelles. Super. Et puis c'est tout. Et là, s'il continue encore 7 ans, il aura 12 000 au lieu de 6 000, ou admettons ça augmente, et alors? Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas le fait de passer dans les médias, on le voit bien, je veux dire, Nicolas Dupont-Aignan, ça fait combien de temps qu'on le voit dans les médias? Est-ce qu'il est dépassé les 1%, ce type? Il a fait un petit peu plus quand même à la présidentielle. Formidable, il a fait 2%. Voilà, ça ne marche pas. Il est bon, Dupont-Aignan, pour faire des happenings, des agites propres, des machins, il invite tous les médias. Ouais, mais ça sert à rien. c'est quand même la version light d'Asselineau. Il parle pas de sortir de l'Union Européenne, il parle pas de... Voilà. Mais je dis pas ça. Mais je dis qu'en termes de stratégie, les médias, ça ne marche pas. Ouais, mais justement, est-ce que un mec comme Dupont-Aignan, qui est grave mis en avant par rapport à Asselineau, c'est pas une façon de noyer le poisson aussi sur l'Union Européenne? Donc je me fais encore l'avocat du diable, mais vraiment, parce qu'il est beaucoup moins factuel. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il n'y avait aucun journaliste le 25 mars 2007, j'étais là, je les ai vus, il n'y en avait aucun. J'étais le seul et j'étais même pas encore journaliste vraiment à plein temps et tout. Donc c'est un fait. Les journalistes, j'ai écrit un livre, Dictionnaire des débats interdits mais légaux, dans lequel il y a tout un chapitre sur sortir de l'Union Européenne. Dictionnaire des débats interdits mais légaux. Donc c'est Asselineau qui a ouvert ce débat. Okay, donc ça, je lui reconnais. Moi, c'est pas un problème. Moi, les faits, si vous voulez, c'est très difficile de me dire que je ne reconnais pas les faits. Maintenant, en termes de stratégie, moi, vous me donnez 6000 mecs, je prends le pouvoir en France. Ouais. Je le dis très tranquillement. Parce que j'ai une stratégie. Parce que toute personne un peu intelligente qui a travaillé la stratégie, moi, je suis diplômé de l'école de guerre économique, on a évoqué la stratégie... Comme Pierre-Yves Rougeron, c'est ça? Ouais. Alors voilà encore un guignol. Ah bah écoute, voilà. Dis donc tu vas te faire des amis, pourquoi? Ah non mais Rougeron enfin, vous sortez de la même école, c'est pour ça, je le souligne, non? Ouais, je l'ai même aidé à y rentrer, alors c'est pour dire. Parce qu'il est venu me voir, il m'a dit Jean, est-ce que tu peux m'aider à faire rentrer? Moi j'ai de très bonne relation avec le directeur, qui est un vrai stratège pour le coup, et mon erreur c'est d'avoir aidé Pierre-Yves Rougeron à rentrer là-dedans. Et maintenant il déverse toute sa propagande, notamment sur la loi de 73, qui est fausse intégralement de A à Z, comme l'ont très bien démontré Magali Pernin et Lior Chamla, je vous renvoie à leurs travaux. Bah écoute, on l'attend le débat, parce que... il le refuse le débat. c'est Pierre-Yves qui refuse le débat? Moi j'ai proposé le Lior, débat. il accepterait? Moi, non mais c'est pas ça, c'est je leur ai proposé
aux deux. Lior et Magali l'ont Bernard, accepté, ouais. et lui l'a refusé. Donc, dès lors que quelqu'un refuse un débat, on sait à peu près où ça D'accord, se situe, bon. tu vois. Il a Mais refusé a le été- débat avec Kamosi aussi, je le balance. Ah bah voilà, de toute façon c'est pas étonnant, mais je veux dire, Pierre-Yves Rougemont. Allez, changeons de sujet parce que là on perd du temps. Là, on Bah parle- non, bah je sais pas, c'est parce que t'as dit ça, tiens, ça m'a fait penser que vous avez fait la même école, mais je savais pas que vous Ouais, étiez mais- en froid, en guerre. Alors là, Moi, il c'est- se trouve que dès que je suis arrivé à l'école de guerre économique, j'ai fait mon truc sur Ardisson. J'ai pas attendu d'être formé par l'école de guerre économique, j'ai juste perfectionné ma compréhension du truc. Et on peut dire ce qu'on veut, mais à 25 ans ou 27 ans, parce qu'il dit dans le reportage j'avais 25 ans, en fait j'en ai 27, j'ai recalculé, non, j'avais 27 ans. J'ai réussi à coincer Ardisson, ce que personne n'avait jamais réussi, coincer en direct sur un plateau télé, tout seul, et ensuite à faire un livre, etc. Ce qui l'a poussé vers la sortie. Je ne dis pas que c'est que ça qui a poussé vers la sortie, mais ça a carrément contribué à ça. Donc voilà un exemple de guerre de l'information qui a été menée par moi tout seul. Alors, je ne suis pas Dieu le Père, faut dire. Là, il y a 6000 personnes à l'UPR. Pourquoi ces gens-là, c'est comme les militants du Front National. Pourquoi ces gens-là, je finis ma phrase parce qu'après il y aura de l'interprétation, pourquoi ces gens-là, on ne leur fait pas faire des choses vraiment efficaces comme ça? Pourquoi on les fait organiser des universités d'été, d'automne, de printemps, de machin? C'est pas Vivaldi, l'UPR. C'est pour libérer la France, non? J'ai cru comprendre. Donc toute cette énergie-là, moi, Toi, tu penses que les actions sont pas assez. c'est le concrètes, chef. tu vois, Les actions, elles viennent du chef. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a le chef. Asselineau l'a dit suffisamment souvent. Il y a les échecs et il y a les victoires. Les deux sont... c'est à mettre au crédit du chef. Ou au discrédit du chef. Il faut assumer les deux. Et jusqu'à présent, Asselineau, je suis désolé, mais c'est 17 signatures de maire à une élection où il n'avait jamais à aller, l'élection présidentielle. C'est 0, je sais même plus quoi à l'Union européenne. Et là, moi, ça me tue parce que je vois tous ces gens de bonne volonté, donc les militants de l'UPR, qui ont rejoint Asselineau, qui se sont dit « Waouh, là, on a un chef !» Et je suis désolé, mais enfin, celui qui n'est pas déçu, il est soit naïf, soit Asselineau est son gourou, quoi. Parce qu'à un moment, il faut regarder les faits. Au bout de 7 ans, alors certes, il a 6000 personnes, il peut entretenir, c'est comme le Front National à un autre niveau. Le Front National, ça fait 40 ans qu'ils nous disent « Ouais, on va prendre le pouvoir en France ». Et là, ils ont 2 députés, ils en avaient 30 il y a 30 ans. Et moi, quand je vais interviewer des militants du Front National, comme je l'ai fait récemment, on discute un peu off, et je leur dis « Mais qu'est-ce que vous faites toute la journée, en fait ?» Parce qu'ils sont quand même 400 là sur ma région de Blois-Loir-et-Cher. 400. Moi, tu me donnes 400 personnes, mais c'est bon. Tu vois ce que je peux faire tout seul. Donc, bon. Ils me disent, Un parti, non? mais non, un parti justement, ça c'est l'illusion de l'oligarchie, donc faut pas tomber dans les pièges non plus. C'est pour ça qu'Asselineau, quand il a dit je vais créer un parti, ou d'autres quand ils disent je vais créer un parti, c'est... Tu penses qu'il aurait dû faire un club, quoi, en fait, c'est ça? Mais non, il faut faire une armée, j'y reviendrai. Ouais, d'accord. Bon, une armée numérique, hein, je précise, parce que tout de suite les mecs milices et tout ça, non, moi je suis pas un violent. Nous en cache pas dans des kibbutz, Moi je suis On va pas refaire la Ghana, hein. Non, il faut monter une armée numérique. On est dans une guerre de l'information. La stratégie, ça consiste à regarder le terrain, à savoir où on est, quelles sont les forces en présence, qui est pour, qui est contre, à un moment, quels sont les alliés objectifs, les alliés adversaires. Il y a plein de notions comme ça que Asselineau connaît par cœur théoriquement avec toutes ces citations. Et toi, tu trouves qu'il est un peu à l'ouest, en fait. Ouais, alors je finis juste sur le Front National. Donc, ces 400 mecs-là, ils font quoi toute la journée? Je leur demande. C'est des mecs, encore une fois, c'est des patriotes. Le plus souvent, bon, il y a un peu, des fois, des gens qui sont justement un peu trop obsédés par des conflits étrangers. Bon, alors ça, je passe. En tout cas, à mon goût. Mais si on se ressent sur la France, le Front National, aujourd'hui, c'est là où c'est le parti, en tout cas, où il y a le plus de patriotes, non? On est d'accord? Ouais. Proportionnel, enfin, en termes de nombre. En termes de nombre. Parce qu'il faudrait définir patriote. Parce que Si, moi, parce pour moi, que- il y a plus d'abstentionnistes patriotes qu'au Front National. Oui, mais en termes de parti, et puis moi je crois les gens sincères, même s'ils sont baladés par des chefs justement qui sont, bon je dirais pas de mots désobligeants, donc ces gens-là ils me répondent, je leur dis mais qu'est-ce que vous faites toute la journée? C'est de l'énergie, c'est de la volonté, c'est de la sincérité, tu vois, c'est du patriotisme, tout ça on peut pas se permettre de perdre cette énergie-là. Ils me disent on colle des affiches et on distribue des tracts. Ça je suis désolé mais c'est un crime contre la France de faire ça. C'est d'aller envoyer les gens au casse-pipe. Les gens d'Asselineau, ils font quoi toute la journée? La même chose, j'imagine, puisqu'ils sont dans la même logique. Est-ce qu'ils font autre chose? Ils font les conférences et tout, mais voilà, bon, au bout d'un moment, il faut passer à l'action, les gars. Si vous passez à l'action, vous aurez des victoires, des défaites, vous allez monter en compétence sur le terrain. Et moi, je vais vous en proposer de l'action. Alors oui, alors attends, avant qu'on rentre dans Avant les d'y solutions. arriver, Avant d'arriver, question, ouais. parce qu'il y a une question, alors là, ça, celle-là qui revient, il y en a plusieurs en fait, quelques-unes qui reviennent tout le temps. On me dit déjà, Jean-Robin peut-il expliquer en tant que patriote français le but de sa présence au Salon des écrivains du Bnei-Brit en 2011, qui, je le rappelle, est une organisation maçonnique, voilà, pro-sioniste. Déjà, moi, il faut savoir que j'ai habité longtemps dans le 16e.
Donc, Ouais. si vous connaissez un peu votre géographie, ce salon des écrivains du B'nai B'rith a lieu dans le 16e. Donc c'est pratique pour moi parce que je suis éditeur indépendant, donc j'ai pas le système avec moi. Ouais. Et donc dès que je peux vendre 5 ou 10 livres, je suis content, parce que ça me permet de manger à la fin du mois. Donc si c'est un crime, il faut le dire. Maintenant, C'est vrai que le B'nai B'rith, c'est quand même particulier. bah, ce sont des loges, je crois. C'est de la franc-maçonnerie juive. Hein. Voilà, des formations. Bon. Alors quand Soral m'a invité à son UDT, à son université d'été en 2007, j'y suis allé. Ouais. Alors là, est-ce que vous allez me reprocher aussi ça? Parce que ça, les sionistes me le reprochent, vous voyez. Ah oui, Ah d'accord. bah oui, c'est marrant parce que... Ouais, t'es un peu Bon. sous les deux feux, ouais. Moi, quand j'ai été au local de Serge Ayoub, j'ai pas peur de le dire, moi je suis pas comme Asselineau à dire « Ah non, mais vous comprenez, j'étais pas au courant. » machin. Il savait parfaitement, c'est Pierre-Yves Rougeron, d'accord? Là, on peut le dire. C'est lui qui organisait les conférences. C'est toi qui le dis. Non mais, Moi, je le sais, donc... ah bah voilà, il faut le dire, qu'il assume aussi. Donc s'il lui a tendu un piège, qu'il lui dise. C'est intéressant. Je sais pas s'il lui a tendu un piège. J'en sais rien, Moi, je non pose plus. la question. Ouais. Mais au moins qu'Asselineau, il dise « Ah, je savais pas, machin », qu'il assume, putain, c'est un chef, il Ouais, doit, il il doit savait. en avoir. En fait, il a su le dernier jour, mais après, ils ont pris la décision qu'ils pensaient pas que ça aurait ces conséquences-là. Donc, Bon. il y allait. Moi, j'ai été au local de Serge Ayoub, d'accord? Il m'a invité. Moi, je vais partout où on m'invite pour répondre à votre question, qui est très légitime. Hein. Moi, il n'y a pas de questions indécentes, il n'y a que les réponses qui le sont. Donc, j'ai été chez Serge Ayoub parce que ça m'intéressait de parler dans ce local de gens qui pensent que le 11 septembre est un complot américano-sioniste, de leur expliquer que c'en était pas un. Oh, on va en parler, ça. Ah non, moi, Je ça veux pas en m'intéresse parler pas. parce que j'ai vu la question passer depuis tout à l'heure, mais bon. Bah, je vous renvoie à un débat que j'ai organisé sur Radio Courtoisie en C'est-à-dire, toi, tu 2009. crois à la version Ben Laden, les tours qui tombent C'est plus compliqué que ça, mais je vous renvoie à un débat d'1 heure et demie, je crois, le seul qui a été organisé à cette époque-là. En tout cas, c'était le 11 septembre 2009, donc ça, c'est pas dur. Vous allez taper Jean Robin, Radio Courtoisie, 11 septembre 2009. Vous avez un débat de plus d'1 heure où j'avais invité moi-même deux, comme on dit, conspirationnistes, c'est débile, mais enfin, c'est comme ça, deux gens qui ne croient pas à la thèse officielle, et puis dont, ouais, j'ai oublié leur nom. Et les tenants de la thèse officielle, c'était qui? Eh ben, il y avait moi. Ouais. Enfin, tenant de la thèse... Non, moi, j'étais pas tenant de la thèse officielle. J'étais là pour démonter les arguments de ceux qui ne croient pas à la thèse officielle. Ça me paraissait plus intéressant d'un point de vue... Mais je vous invite à écouter le débat. Et puis, il y avait un architecte spécialiste en démolition contrôlée qui expliquait par A plus B que ce n'était pas une démolition contrôlée. Ah, voilà. Bon, je vous renvoie au débat, si ça vous intéresse. Hein. Et Ouais. voilà. Enfin, il y a toute une... Richard Gage, hein, tu connais très bien. Ouais, il a Ça dit pas sent mal de bien. conneries, lui aussi. Ouais. Ah bah... Mais il y a des sites comme baptison.net, Moi, si ça vous moi, intéresse, qui j'ai- démontent un peu tous ces trucs-là. Ah bon? Bah ouais. C'est comme sur le négationnisme, je crois qu'il y a beaucoup de négationnistes ici. C'est d'accord avec Asselineau, là. non mais, attends, moi je suis pour la liberté d'expression totale. Je suis pour que les c'est gens qu'un s'informent. négationniste? Moi, Non, mais je c'est pose la quelqu'un question. qui nie un génocide. Et j'ai traité Émeric Caron de négationniste parce que lui, à la télé, il a nié le génocide de 80 millions d'hindous par des musulmans entre 1000 et 1525. Donc c'est ça la guerre de l'information. Il y a des termes. On vous traite de conspirationniste, par exemple. Asselineau avec les autres. Donc déjà, ça donne une indication sur l'orientation d'Asselineau, mais je ne l'ai pas dit. Ouais. Bon, il y a des termes, on vous dit théoricien du complot. Ouais. Bah, au lieu de vous dire « Ah, je suis un théoricien du complot, je peux rien dire », ou alors de vous justifier, vous expliquez que Patrick Cohen, qui est le fameux journaliste, on va dire, pour être gentil, Ouais. qui fait des listes noires et qui les assume même pas derrière, pour dire qu'il y a des cerveaux malades, lui-même reçoit un conspirationniste, en la personne d'Emmanuel Faux, qui est rédacteur en chef à Europe 1, qui commet un livre sur Arafat et qui dit « Oh, on ne sait pas qui l'a tué, mais peut-être... j'ai pas dit Israël, hein, mais peut-être... J'ai pas dit Israël, j'ai pas dit Israël, j'ai pas dit Israël. » Au bout d'un moment, on entend qu'Israël, quoi. Bon, c'est bon. Donc, ça, c'est un théoricien du complot. Alors, pourquoi Patrick Cohen, on lui dit pas... Bah, en guerre de l'information, il faut pouvoir... C'est un peu du judo, si tu veux. On tombe balance conspirationniste, et toi, tu réponds « Ah oui, mais Patrick Cohen a reçu un théoricien du complot. Pourquoi vous n'allez pas le dénoncer lui et vous me dénoncez moi ?» Intéressant. Pareil, ce gars-là, Emmanuel Faux, je vous invite à vérifier sur Conspiracy Watch, donc la Mecque, la Bible des... Non, mais ça, c'est un site ultra Mais incrédible. justement, allez sur ce site et vous allez voir que même ce gars-là reconnaît que Emmanuel Faux a été reçu dans tous les médias. Et que donc tous les médias sont conspirationnistes. D'accord. C'est par A plus B, en plus c'est... Tu vois, donc la guerre de l'information, c'est ça. Il faut pas se Un laisser peu comme avoir les par... en fait, 3 tours qui tombent avec 2 avions, quoi. Ah oui, ça c'est... Mais Vous bon. aimez bien dire ça. Ouais. Bah, je sais, mais il y j'aime avait bien pas- dire la vérité, mais il c'est y toi avait- qui parle de faits, Mais c'est il n'y pas fait. avait pas d'incendie dans la tour 3. Ah, un incendie Non. fait écrouler un truc. Mais il y en le avait même pas. jour. Non, il n'y en avait pas. D'accord. Bah, il faudrait que tu me donnes des exemples, parce que... Ben, il n'y en avait pas. C'est quoi, d'incendie? Ouais, c'est ce que tu as dit. Il y avait juste 2 Ah non, j'ai avions dit- et 3 tours. Non, j'ai dit, il y a 2 Wow. avions, 3 tours, mais l'incendie... Mais je vous renvoie au C'est débat. bizarre, il parce qu'on s'est parle de la... déclenché vers 15h, la tour, bah, c'est trop faudrait 1 heure après. Mais bon, je dis ça comme ça. Dans je ce dis rien. débat, c'est bien, c'est pratique parce qu'il y a comme ça, voilà. Ah bah, ça, ils sont...
ils réagissent depuis tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie. Je pense que ça intéresse nos auditeurs. Non, bien sûr. Parce que... Juste, attends, finissons-en, justement. Finissons-en. Avec une autre question aussi. Ah bah oui, mais t'as des casseroles, c'est pas de ma faute. Ah non, moi, j'ai pas de casserole. Ah bah si, il y en a une quand même. Ce qui traîne, c'est l'histoire de Jean-Pierre Petit. Alors là, tout le monde en parle. Tu vois, depuis tout à l'heure, on me dit Jean-Pierre Petit, Jean-Pierre Petit, Jean-Pierre Petit. Parce que Jean-Pierre Petit, moi, je vais te dire la vérité, je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Et la première fois que j'ai rencontré, j'avais beaucoup discuté avec lui. C'était il y a quelques années avec l'UPR. Et il m'avait parlé de toi. Ah ouais. En bien ou en mal? En très mal. Ah. Et il m'avait dit que tu l'avais escroqué, qu'il avait fait des vidéos et qu'il n'était pas content du tout. Alors, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, tout le monde me pose la question. Petit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'aime bien, Jean-Pierre Petit, mais il est allé un peu loin sur cette histoire-là. C'est-à-dire que moi, je lui offre la parole. C'est sympa, après tout. Je l'estime beaucoup au départ. Je regarde, je ne connais pas ce type-là. J'ai mon webmaster de l'époque qui me dit tout le bien qu'il pense de Jean-Pierre Petit. Donc je me dis, tiens, je vais le contacter. Puis de fil en aiguille, on sympathise et il me dit, bah venez à Aix-en-Provence, là où il habite, à côté d'Aix-en-Provence. C'est là que je l'ai rencontré. Et venez m'interviewer, et de fil en aiguille, des DVD, et puis de fil en aiguille, voilà. Et on s'appréciait énormément. Sauf que, au bout d'un moment, ça a clashé parce que moi, je ne suis pas le larbin de Jean-Pierre Petit, voilà. Je suis le larbin de personne, d'ailleurs. Je dis pas ça pour lui particulièrement, mais enfin, tous ceux qui ont essayé de me soumettre d'une manière ou d'une autre, ils se sont pris ma fin de non-recevoir. Et toi aussi, j'imagine. T'es le larbin de personne. Bon. Or, Jean-Pierre Petit a essayé au bout d'un moment de m'utiliser pour faire son boulot à sa place. Voilà. Et alors, il avait des vidéos constamment à faire sur l'EPR de je sais pas quoi. Et puis moi, ça me prenait des heures, puis ça me rapportait rien. Donc au bout d'un moment, moi, je dois manger. Je suis désolé, j'ai une famille. Je sais que c'est dommage. Alors maintenant qu'il a commencé, ça lui a pas plu, évidemment. Donc tout est parti de là.